je laisse la parole à Monsieur Pellet, c'est bien ça, qui va vous présenter la communauté 360. Bonjour, donc moi je suis Cédric Blé, je suis pilote de la communauté 360 du Calvados. Mais avant de commencer mon intervention, je vais laisser du coup Camille Sanson présenter la réponse accompagnée pour tous, puisque vous le comprendrez tout à l'heure, mais la communauté 360 en fait c'est l'axe 2, c'est le déploiement de la réponse accompagnée pour tous. Alors, est-ce qu'il marche? Oui. Donc, du coup, Camille Sanson, je travaille à la MDPH du Calvados. Effectivement, on s'est dit juste avant avec Cédric Blais que c'était peut-être cohérent de commencer par la MDPH et la réponse accompagnée pour tous. Et puis, je ferai une très belle transition pour qu'il vous présente la communauté 360 qui fait suite et qui vient compléter largement les actions de la réponse accompagnée pour tous. Je vais essayer de faire au plus clair, mais surtout vous n'hésitez pas à m'interrompre si je vous perds à un moment. La réponse accompagnée pour tous, elle existe, et alors là c'est même toi qui peux compléter, mais 2016. Pourquoi je me tourne vers lui? Parce qu'il a occupé mon poste avant moi, donc en tant que référente réponse accompagnée pour tous. Moi je suis arrivée en 2021 au sein de la MDPH. Donc c'était déjà mis en place, c'était déjà dans un fonctionnement plutôt rodé. Donc c'est vrai que j'ai repris le relais de Cédric. Donc parfois je me tournerai peut-être vers lui sur l'historique si vraiment je suis perdue. Donc la réponse accompagnée pour tous 2016, suite effectivement à un constat et à un besoin dans les situations complexes liées au handicap. Et aujourd'hui, la réponse accompagnée pour tous, elle se construit autour de toutes ces situations qui sont en risque de rupture de parcours ou en rupture effective de parcours dans le champ du handicap. Si je vous donne peut-être des détails de ce qu'on appelle risque de rupture ou rupture effective de parcours, concrètement, c'est une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, tout type de handicap, dont les droits ne vont pas être mis en œuvre ou ont été mis en œuvre et se sont arrêtés pour une raison ou pour une autre. Un besoin de réorientation, une dégradation rapide ou non du handicap et donc un besoin de réévaluer rapidement les droits mais surtout de proposer une solution rapide à la personne. Concrètement, la réponse accompagnée, c'est quoi? La réponse accompagnée pour tous, c'est quoi? Et bien en fait, c'est une sollicitation auprès de la MDPH, une interpellation qui dit on a une personne en rupture de parcours ou en risque de rupture et on a besoin de réévaluer rapidement les droits, mais surtout, et je crois que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, de mettre autour de la table tous les acteurs qui pourraient intervenir dans cette situation et essayer de construire le parcours le plus complet possible pour la personne. Donc en fait, on organise des temps d'échange, alors que nous, vulgairement, on appelle groupe de travail partenariat, GOS, groupe opérationnel de synthèse, qu'on a pu citer tout à l'heure, pour essayer de venir mettre autour de la table tous les acteurs qui peuvent être nécessaires pour construire le projet de la personne. C'est des grands noms, en fait, c'est des réunions, c'est des synthèses pour l'ADF, ce sera demain des staffs territoriaux pour la communauté 360. C'est ce qu'on dit, le but c'est vraiment juste de réunir le sanitaire, de réunir le médico-social, le département ou la protection de l'enfance quand il y a besoin, tous les autres services qui peuvent être autour. On s'interdit personne, les tuteurs, on peut aller chercher les kinés, tout ce qui est paramédical. Et le but, c'est vraiment d'essayer de construire autour du besoin de la personne, donc de reprendre le besoin même de la personne, le parcours de la personne, et de là, venir construire une réponse adaptée. Et en fait, on s'autorise même, et c'est ça, je pense, la plus-value de la réponse accompagnée pour tous, à venir construire des solutions innovantes sur le département, c'est-à-dire des solutions qui n'existent pas forcément et qui n'ont pas forcément de réponse aujourd'hui sur leur territoire. Concrètement, si j'essaie de vous donner un exemple très concret, un jeune qui a besoin d'un établissement qui est à la limite entre un IME et un ITEP, on sait qu'on est dans l'entre-deux, qu'il n'existe pas de structure qui va répondre complètement à ses besoins. On va s'autoriser à aller chercher sur l'ensemble des établissements qu'on a pu identifier, peut-être un ou deux
ateliers, 1 ou 2 temps, et venir vraiment construire un projet autour du jeune et non pas en fonction d'un seul établissement ou d'une seule institution. Dans la construction, on a différents niveaux, effectivement, d'intervention. Je vous disais, on a ces groupes de travail partenariaux qui sont un peu un premier niveau d'intervention. Et on a, alors bon, certains ont peut-être déjà entendu parler, le niveau 2, le niveau le plus impressionnant, ce qu'on appelle les GOS, les groupes opérationnels de synthèse, où là, on va mettre autour de la table l'ARS, le conseil départemental, la CPAM, l'éducation nationale. Donc là, effectivement, on interpelle les institutions pour essayer de trouver des solutions les plus innovantes possibles et qui nous permettent d'avoir, si besoin, des moyens humains, matériels supplémentaires pour répondre au mieux aux besoins de la personne. Ces GOS peuvent donner lieu, et vous me dites quand je vous fais, on parlait tout à l'heure d'acronymes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ces GOS peuvent donner lieu à des PAG, des plans d'accompagnement, en fait, qui vont être un document qu'on va pouvoir rédiger en engagement de l'ensemble des acteurs qui seront présents, justement, où on va venir décrire le projet de la personne et on va essayer de lister les engagements de chacun des établissements. Et chacun des établissements va signer et donc s'engager dans le parcours de la personne. L'objectif est bien que la personne, à la fin de, en tout cas, cette réunion de ce GOS et de ce PAG, ait lui un plan sur ce qu'on va pouvoir lui proposer et qu'on ait, nous, une vision sur du court, moyen, voire long terme du projet de la personne. Voilà à peu près, si j'essaye de résumer au plus rapide et au plus synthétique, la réponse accompagnée pour tous. Ce qui est important, en tout cas, ce qu'on prône, et je pense que c'est ça aussi où la communauté 360 prend sens, c'est vraiment l'importance du partenariat. La réponse accompagnée pour tous, elle ne sera rien si les partenaires, si les établissements médico-sociaux, si le sanitaire ne nous suit pas. C'est-à-dire que nous, petit MDPH, on ne peut rien imposer concrètement. Et que si on ne travaille pas dans le partenariat, on ne trouvera pas de solution. On n'impose pas, hein. Je précise toujours, c'est pas la MDPH qui impose à qui que ce soit de prendre une personne. C'est pas dans nos pouvoirs. Et les notifications qui sortent n'imposent pas non plus une prise en charge. Et donc c'est bien dans la construction du partenariat avec tout le monde qu'on arrive à trouver les solutions les plus adaptées. Et c'est là où je rejoins un peu le texte qui a été lu, de dire quand on reprend le projet de vie de la personne, quand on se pose tous autour de la table en partenariat, c'est là où on arrive à trouver les solutions les plus idéales, quitte à sortir tous un petit peu, à accepter tous de faire un pas de côté, de se dire bah voilà, moi normalement je fais pas ça, mais si je propose ça et qu'un autre propose ça, on va réussir à avoir un projet qui va tenir la route normalement. C'est en ça effectivement que nous on intervient et que c'est ce que je dis, la communauté 360 je pense va venir prendre sens, puisqu'officiellement la réponse accompagnée pour tous, on est censé intervenir qu'en cas de rupture effective. Aujourd'hui, notre champ d'intervention il s'est un peu élargi puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros besoin de coordination des partenaires, que s'il n'y a pas un acteur externe pour venir un peu mettre tout le monde autour de la table, les partenaires ne le font pas forcément très naturellement. Et en fait, on nous interpelle très souvent juste pour dire « Madame Sanson, vous pouvez organiser juste une petite réunion ?» parce que si c'est la MDPH qui invite, ça mobilisera beaucoup plus que si c'est nous, établissement médico-social. Donc en fait, on a ce gros rôle de coordination. Je ne m'avancerai pas sur le... Voilà, c'est ça. Je ne m'avancerai pas sur le terme, mais en tout cas, on a ce gros rôle-là qui, normalement, ne nous revenait pas initialement et reviendra demain, tout se passe bien, à la communauté 360. J'essaie de prendre le relais. Je n'aurai pas la qualité des interventions de ce matin ou du début d'après-midi, mais je vais essayer quand même d'être éclairant dans mes propos. Déjà, peut-être pour commencer, vous puissiez comprendre c'est quoi la différence entre la réponse accompagnée pour tous et la C360. Ça va être la dimension globale. On en a échangé ce matin, c'est-à-dire ne pas prendre juste d'un prisme. Là, on prend en fait la personne en situation de handicap dans son environnement total. J'ai entendu parler de systémie, de constellation, et bien pour moi, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est prendre en compte l'ensemble de l'environnement. Moi, souvent, je dis en formation, personne en situation de handicap. Personne.
Oui, cet enfant, il a des troubles parce qu'il a une pathologie. Oui, d'accord, mais il a aussi des troubles parce que c'est un enfant. Les troubles de la concentration, c'est un enfant de 5 ans, 6 ans. Ça peut être normal, en fait. S'il n'a pas bien dormi, etc. Enfin, voilà. Je ne suis pas psychiatre, pédopsychiatre, psychologue, j'ai aucune prétention. Mais pour moi, en fait, il faut ouvrir, en fait, voilà, les choses. Donc, la grosse plus-value de la C360 demain, je dis demain parce qu'on est en installation, hein, le déploiement s'est mis en place en 2023. Moi, je suis arrivé en juin. C'est de pouvoir apporter des réponses au titre du droit commun. Là où il y avait une problématique et que vous sollicitiez la réponse accompagnée pour tous, en fait la réponse qu'on allait vous apporter, elle allait être quasiment systématiquement dans le droit spécialisé, c'est-à-dire dans une prise en charge, on va dire, en établissement médico-social. Exemple, j'ai une personne qui sollicite sur le plateau, je vous le dirai tout à l'heure, qui sollicite qu'il y a un besoin, j'ai un enfant en IME, il n'a pas de place, mais j'aimerais qu'il puisse rentrer au centre de loisirs. La MDPH, la réponse accompagnée pour tous, ne pouvait pas répondre à ça. La C360, elle devrait y répondre. Alors j'y vais, je vais dans les propos, si jamais vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas. Donc la communauté 360, c'est un projet qui est porté par le réseau de services pour une vie autonome, le RSVA, qui est le porteur juridique de la communauté. C'est fondé son action sur des principes de co-responsabilité des acteurs et de solidarité. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est-à-dire que tout à l'heure, quand vous disiez quand est-ce qu'on peut vous interpeller, à partir du moment où il y a un risque de rupture ou qu'il y a une solution à trouver, mais avant, ça veut dire que vous, en tant qu'acteur, notamment pour les professionnels, vous avez essayé de répondre quand même à cette problématique. Vous n'allez pas solliciter ni la RAPT ou ni la C360 demain en première intention. Donc le but en fait de la communauté 360, on va dire qu'il y a deux axes majoritaires. C'est la réponse aux situations individuelles et c'est l'accompagnement, la transformation de l'offre médico-sociale, qui était déjà un des enjeux de la réponse accompagnée pour tous. Puisque vous l'avez compris, ce travail d'articulation, ce travail de faire des pas de côté, ça demande quoi pour nos équipes de managers justement, etc. C'est-à-dire c'est la sensibilisation, la formation. Demander à un éducateur qui a travaillé 25 ans en IME de faire une prise en charge à domicile, en crèche, dans une médiathèque ou autre, ce n'est pas non plus inné. En fait, ça s'apprend. Il n'est pas simple de désinstitutionnaliser notre pratique. Donc je vais commencer par ça aussi, c'est-à-dire que la communauté 360, ce n'est pas un dispositif supplémentaire, on l'a énormément entendu dans la mise en place du cahier des charges en 2021. Ce n'est pas non plus un dispositif d'urgence qui va vous trouver des places. Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Même si je travaille en proximité avec la préfecture, l'ARS, le CD, je n'ai pas le pouvoir, je ne suis pas Pascal le grand-père non plus, donc je ne réponds pas en 8 jours, je ne trouve pas de solution en 8 jours. Mais l'idée, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire qui vont de l'enfance à l'adulte en fonction des situations, sanitaires, on l'a dit tout à l'heure, médico-social, l'éducation nationale, le loisir, etc. Puisque vous l'avez compris, l'idée c'est que vraiment tous ensemble, en fait, nous pouvons, si on est plusieurs à croiser nos évaluations, apporter peut-être une réponse aux besoins de la personne. Et on fonde donc un principe qui est l'autodétermination. Ça n'a pas forcément été cité ce matin, mais c'est comment on va prendre en compte en fait les besoins, le projet de vie de la personne. L'idée qu'on attend, ce n'est pas à la personne de s'adapter à l'établissement, ce qu'on a pu voir, je dirais, dans anciennes pratiques. Aujourd'hui, c'est vraiment comment nous, en tant que professionnels, on doit adapter notre prise en charge à la personne en situation de handicap. C'est pour ça que quand il y a eu la loi de modernisation de la santé en 2016, les usagers, les représentants, ont pu participer au groupe opérationnel de synthèse. C'est-à-dire, toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu as envie en fait? Qu'est-ce que tu souhaites? Parce qu'effectivement, si on fait je rejoins Pascal Crété, si on fait une évaluation croisée que de professionnels, on va avoir une très belle évaluation théorique sur la situation, mais à quel moment on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il veut, lui, en fait, en face? Et pour moi, la plus-value de la C360, elle est là, c'est d'aller vers, c'est une logique de lien, une logique d'articulation, et c'est de prendre en compte l'écosystème de la personne. Donc, le public cible, vous l'avez compris, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Ce qui est assez nouveau quand même, c'est-à-dire qu'on prend en compte, je l'entendais ce matin, les familles, etc., les aidants. C'est qu'en fait, avant, on avait tendance à écarter les parents, par exemple, de la prise en charge. Aujourd'hui, on reconnaît une expertise, en fait, des parents, des aidants, qui peuvent apporter eux aussi, finalement, des éléments d'évaluation dans la compréhension de la situation. Donc, un petit focus sur les membres cœurs, parce que pour fédérer cette communauté,
Le cahier des charges prévoit, dans le cahier des charges, on va dire différentes strates. Donc on a les représentants des personnes en situation de handicap et leurs aidants, la MDPH. L'organisme porteur, vous l'avez compris, c'est le RSVA, mais aussi les services territoriaux d'action sociale et médico-sociale, les USDA, les CIRCO, etc. Vous avez aussi toutes les structures gestionnaires des établissements et services médico-sociaux, tous les dispositifs d'appui à la coordination, donc les PCO, les dispositifs d'appui à la coordination, mais aussi les intervenants pivotés TSA, le PCPE et le REPI. Alors le PCPE, c'est Pôle de compétences et de prestations externalisées, qui est porté par le RSVA, mais aussi l'équipe relais handicap rare, l'éducation nationale, le service public pour l'emploi et d'où présence aujourd'hui quand même, on va dire les acteurs sanitaires, les centres hospitaliers. Puisque très souvent quand même, autour de la table, il est difficile, je ne vous le cache pas, de pouvoir s'articuler avec les chambres sanitaires. Projette table ronde, c'est débat. Un focus sur les instances. Donc l'instance, on va dire stratégique, c'est le COTER, c'est un pilotage en préfecture, pilotage, je dirais, tripartite, ARS, CD, Éducation nationale. Et la question tout à l'heure, c'est à qui on peut remonter à un moment donné les besoins du territoire. Et bien justement dans ce COTER, donc il y a des membres cœurs qui siègent, moi en tant que pilote et porteur. Et l'idée de ce COTER, c'est qu'on va voir l'ensemble des directions en fait, territoriales et régionales. Donc ça va de l'emploi à l'insertion, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir remonter les besoins dans cette instance, puisque, vous l'avez compris, on va vers une politique handicap commune. Et c'est dans ces instances qu'on va décider de l'accessibilité, mais aussi des places à créer demain, etc. Donc, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que si on arrive à se fédérer en collectif, et que tous ensemble, on peut porter sur notre territoire les besoins, j'espère, je ne suis pas naïf quand même, et qu'on puisse infléchir en tout cas les tendances, et que oui, on passe d'une logique de place à une logique de parcours, mais on a quand même besoin de ces places et de ces sas, puisque toute personne ne peut pas être dans l'inclusion, on le sait. Ensuite, on va avoir le comité décisionnel, donc là on va dire que c'est l'instance un peu de pilotage de la communauté, où l'ensemble des nombreux cœurs signent. C'était un choix du Calvados, ce qui n'est pas forcément le choix de d'autres communautés, je ne voulais pas préciser, vous retrouverez une communauté par département, hormis quelques spécificités. Et donc, dans cette communauté pour le Calvados, on a l'ensemble des membres cœur qui siègent, c'est-à-dire qu'on est en gros 45 aujourd'hui à décider des orientations de demain. C'est pas toujours évident. Et nous avons donc des comités thématiques, ça y est, 4 axes qui sont arrêtés dans le cadre du cahier des charges. Donc le premier, c'était la structuration, on va dire, de la communauté, c'est-à-dire les différents niveaux de réponse, je vais y revenir tout à l'heure. C'est aussi l'amélioration et l'accès aux droits et à l'offre de services et d'accompagnement. Là, l'ARS attend de nous des axes prioritaires, gestion des listes d'attente, procédure d'admission harmonisée, les amendements cotons, les offres de répit. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure d'admission harmonisée? C'est qu'aujourd'hui, la MDPH notifie en moyenne 2 à 3 établissements. C'est-à-dire que quand vous êtes parent d'un enfant qui a une notification IME, vous allez 3 fois répéter votre parcours et votre histoire dans un IME. Quand l'histoire est complexe, c'est quand même pas évident. L'idée, c'est qu'on puisse demain faciliter en fait l'accès, c'est-à-dire que vous allez rencontrer un établissement, vous avez une demande d'admission, vous remplissez cette demande d'admission, et l'idée, c'est qu'après, cette demande d'admission puisse être transférable à un autre établissement, pour qu'on facilite en fait l'accès aux personnes. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est quand même le parcours du combattant quand on est un usager. Et d'autres comités sont autour de la pérédance, de la qualité de la formation, de la place des personnes et d'éthique, et de l'accès à la santé. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Il y a un numéro vert qui est en place, donc aujourd'hui il n'est pas communiqué, puisqu'en fait on est en phase de déploiement, donc on n'a pas communiqué largement sur ce numéro, c'est le 0800 360 360. Il y a une plateforme nationale qui a été mise en place à l'époque du 360 Covid, c'est-à-dire au moment de la crise sanitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait on a énormément de structures qui ont fermé, comme par exemple l'éducation nationale, donc les personnes se retrouvent à domicile avec peu de prise en charge. Et donc l'idée c'est de pouvoir apporter une réponse de proximité par le biais de ce téléphone, pour voilà, s'il y avait une décompensation à domicile, des questions d'internat, d'hébergement, et c'était de pouvoir mobiliser sur le territoire des ressources en proximité. Parce que ce qui va changer aussi aujourd'hui dans ce qui est attendu, c'est que par exemple aujourd'hui vous avez une notification IME polyhandicap. Malheureusement, dans votre secteur, il n'y a pas d'établissement polyhandicap. Donc l'enfant va faire 45 minutes, 1 heure de route pour aller dans l'établissement. Ce qui est attendu demain, alors ce qui est attendu demain avec un plan demain, c'est que peut-être que l'établissement de secteur, qui était spécialisé dans l'autisme, en fait, puisse accueillir cet enfant en situation de polyhandicap.
ça va quand même révolutionner, clairement, les pratiques. Et donc pour mettre en place toute cette énergie, on va mettre en place des réunions partenaires, ce qu'on appelle les staffs territoriaux, ce que ma collègue appelle les GTP, les groupes de travail partenariaux. Et c'est pour moi tout l'enjeu de cette rencontre aujourd'hui, c'est comment en fait on va s'articuler ensemble dans la réponse de proximité en partant des besoins de la personne et non pas des besoins des professionnels. Donc pour animer tout ça, il y a le pilote de la communauté et je vais recruter, donc c'est en cours, une équipe de conseillers parcours. Concrètement, l'enveloppe permet de développer 3 ou 4 postes. Donc on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des sollicitations et c'est pour ça que je l'ai dit très vite à mon arrivée à l'ARS. En fait, moi je ne vais pas révolutionner ce qui existe, je vais m'appuyer sur l'existant. Pour moi, la plus-value de la communauté 360, c'est pas justement d'ordonner et d'obliger, c'est bien de fédérer et de lier. Nous avons un existant, on a plein d'expériences positives qui fonctionnent sur le territoire, capitalisons et développons. Et allons développer des actions où il n'y a rien, parce qu'on a malheureusement des zones blanches sur nos territoires. Donc pour moi, la plus-value de la C360, elle est aussi là. C'est de s'appuyer sur l'existant. Je vous donne un exemple. Je suis sollicité pour une situation, c'est une situation d'un enfant avec autisme. Nous avons des intervenants pivots TSA au niveau du centre de ressources autisme. Et bien c'est d'abord eux qui vont être missionnés. J'ai une personne âgée qui appelle avec une situation de handicap, mais la problématique c'est la santé. Il y a les dispositifs d'appui à la coordination. Arrêtons de faire de la comitologie. Arrêtons de travailler tous, alors je tous, je temps, mais chacun un peu dans un coin, c'est comment on peut s'appuyer les uns sur les autres et s'articuler. Voilà un peu, j'ai essayé de faire court, j'espère que j'ai été clair, mais voyez l'objet de la C360.